On a deux lignes de vorticité parallèles ayant des circulations opposées, donc l'équivalent de deux fils infinis parcourus par des courants en sens contraire. Donc selon l'axe des X, j'ai fait un peu une vue en coupe. Donc les deux sont distants de la distance L. Alors qu'est-ce qu'on nous demande? Donc c'est la question 8. Alors en utilisant la réponse à la question 5, donc c'était le champ créé par un fil infini, déterminer la vitesse induite par la ligne 1 au niveau de la ligne 2. Alors la ligne 1 c'était celle-là, la ligne 2 c'était celle-là. Donc on nous demande le champ des vitesses créé par le tourbillon en 1 au niveau du tourbillon numéro 2. Alors qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que on a un champ des vitesses orthoradial. Donc d'après la règle de la main droite, il va être comme ça. Et donc la vitesse U, créée par le tourbillon numéro 1 au niveau du tourbillon numéro 2, elle est dans ce sens-là. Et puis on voit que comme le tourbillon numéro 2 tourne dans ce sens-là, on a une vitesse, en fait c'est la même. Alors que vaut-elle cette vitesse? Donc on avait gamma 0 sur 2pi fois la distance au tourbillon, donc c'était sur 2pi L, donc vecteur moins uz, on va mettre le moins devant. Et donc ces deux vitesses sont identiques, et voilà pourquoi les deux lignes de vorticité se déplacent à un mouvement rectiligne uniforme pour que justement cette ligne de vorticité ne varie pas. On voit que l'une entraîne l'autre vers le bas avec cette vitesse, donc pour que globalement l'écoulement garde la même vorticité en se déplaçant, eh bien les deux lignes vont se déplacer vers le bas à cette vitesse qui leur est commune. C'était la question 8. Et on va se servir de ça pour décrire le champ des vitesses créé par une ligne bifilaire, une ligne pas bifilaire mais une ligne toute seule, gamma 0, donc au voisinage d'un plan, d'une paroi fixe en considérant que le fluide est parfait. Donc à la question 9, on nous demande quelles sont les conditions limites pour un fluide parfait. Alors pour un fluide parfait, c'est pas pareil qu'un fluide visqueux, un fluide parfait, donc il y a simplement la non-pénétrabilité du fluide dans la paroi, c'est-à-dire la continuité de la composante normale de la vitesse avec la composante de l'obstacle, la vitesse de l'obstacle. Donc ici, comme l'obstacle est fixe, donc on aura U scalaire UY égale 0, hein, donc c'est-à-dire que la vitesse est purement tangentielle. On ne va pas annuler la composante tangentielle de la vitesse pour un fluide parfait parce qu'en fait on néglige l'épaisseur de la couche limite. Hein, pour un fluide visqueux, il faut annuler les deux, la composante tangentielle et la composante normale. Tu pouvais toujours le rappeler ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous demandait? Donc on a cette ligne de vorticité. Et donc, on nous dit qu'une façon simple de vérifier ces conditions limites, c'est d'imaginer que de l'autre côté, alors on ne sait pas encore dans quel sens, mais on a une ligne de vorticité symétrique, alors soit dans le même sens, soit en sens contraire, et en imaginant, donc en enlevant la paroi, on va voir qu'on est ramené au cas précédent en fait, on va voir qu'on vérifie bien les conditions aux limites, c'est-à-dire que la vitesse normale va être nulle ici sur la paroi. Alors pourquoi? Ben, c'est très guidé, hein. On nous disait en vous servant des arguments de symétrie de la magnétostatique. Donc le champ U des vitesses vérifiant les mêmes propriétés de symétrie ou d'antisymétrie, donc d'appartenir ou d'être perpendiculaire à un plan d'antisymétrie ou de symétrie. Donc alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce plan-là, pour que le champ soit tangent, donc que le champ U appartienne à ce plan. Hein. Donc il faut que ce plan OXZ soit un plan d'antisymétrie pour les lignes de vorticité. Donc effectivement, plan d'antisymétrie, il faut que l'équivalent des courants soit antisymétrique, donc l'opposé du symétrique. Donc il faut que ça aille en sens contraire et on est ramené au cas précédent. Et donc, eh bien, on voit que dans ces deux problèmes, pour les Y positifs, on a les mêmes conditions aux limites, hein, et donc c'est le même champ des vitesses qui vérifie. Donc ça fait un peu penser à une technique maintenant, on va dire un petit peu ancienne, hein, c'est plus tellement à la mode, mais c'était l'histoire des images électriques. On fait aussi comme ça des choses en électrostatique, avec unicité de l'équation de Laplace pour des conditions limites données.
Donc, ce sont des propriétés qu'on utilise aussi parfois en électrostatique. Alors, en déduire le mouvement ultérieur de la ligne de vorticité, donc ce tourbillon, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque les deux problèmes vérifient les mêmes conditions aux limites, donc pour les Y positifs, ce qui se passait au-dessus va aussi se passer en dessous. Et donc, on aura une vitesse V, donc qui sera moins gamma 0 sur 2pi. Alors, attention simplement ici, donc il faut mettre L, donc L c'est 2D, donc ça fait 4pi-d sur 4pi-d vecteur UZ. Et donc, on aura cette ligne de vorticité donc, qui va descendre le long de la paroi. Donc, c'est quand même assez joli. Le fait d'avoir fait cette analogie nous donne ce résultat, le mouvement de ce tourbillon vers le bas dans cette situation. Voilà, donc ça c'était la question numéro 10. 10 qu'on vient de faire. Alors, petit 2, anneau de vorticité. Donc là, c'est plutôt l'équivalent, après avoir fait des fils infinis, rectilignes, l'équivalent de la spire. Alors, c'est vrai qu'on n'a plus la loi de Biot et Savart, donc on n'étudie plus trop en détail le champ créé par une spire au moins sur son axe, mais on connaît, avec le modèle du moment magnétique, l'allure des lignes de champ créées par une spire. Et donc, cette spire, elle est placée dans le plan. Alors, le vecteur Y qui va vers le fond, dans le plan X égale 0. Et donc, on oriente cette spire, donc un peu l'équivalent voilà, d'une spire parcourue par une intensité I. Je pense que toujours faire l'analogie avec la magnétostatique, ça pouvait beaucoup t'aider. À l'aide d'arguments de symétrie issus de l'analogie magnétostatique, montrer que le vecteur vitesse U est le même en tout point de l'anneau de vorticité et qu'il est dirigé selon EX. Alors, le fait qu'il soit le même en tout point de l'anneau, eh bien, c'est l'invariance par rotation autour de l'axe X, qui est axe de symétrie. Alors maintenant, le fait qu'il soit perpendiculaire, U est égal à VEX, eh bien, c'est parce que le plan qui contient la spire, qui contient l'anneau, donc le plan OYZ, est un plan de symétrie des courants, puisque les courants y sont contenus et qu'il n'y a rien en dehors. Donc c'est un plan de symétrie, donc on sait que le vecteur U va être perpendiculaire donc à un plan de symétrie, de vorticité. Donc quel est le mouvement de l'anneau de vorticité? Il a un mouvement rectiligne uniforme selon le vecteur EX. Donc il va se déplacer comme ça cet anneau à vitesse constante. Alors évidemment on n'a pas la norme de la vitesse. Alors on admet que la vitesse est positive, donc on admet son signe lorsque gamma est positif et qu'elle ne dépend que du rayon R. Donc une petite question d'analyse dimensionnelle. Donc ça c'était la question 11. Alors question 12, analyse dimensionnelle. Donc on nous dit que V est de la forme C, donc une constante sans dimension, souvent de l'ordre de l'unité. R à la puissance alpha, gamma à la puissance bêta. Bon, c'est vrai qu'on pourrait poser un petit système de deux équations à deux inconnues. Bon, mais des fois sur des choses aussi simples, il est des fois tout aussi pratique de le faire comme ça à la main. Donc je reviens à l'unité de gamma. Donc gamma, il était en mètres carrés par seconde. R, évidemment, c'est en mètres. Alors, on voit bien que V est en mètres par seconde. Bon, je n'ai pas écrit l'équation aux dimensions. On pourrait mettre des crochets et les symboles. Mais très simplement, on voit que bêta va forcément être égal à 1. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des mètres carrés par seconde. Donc, il faut diviser par un rayon pour récupérer des mètres par seconde. Donc, on voit tout de suite que alpha est égal à moins 1. Voilà, ça ne sert à rien de faire de gros calculs. Donc, ça fait C gamma sur R. Donc là, on nous donne un graphe avec des points expérimentaux. Donc, on a fait, il y a un anneau de vorticité formé de fluide coloré qui va descendre le long d'un récipient d'axe vertical au Z. Voilà, donc j'imagine. Voilà cet anneau qui va descendre progressivement. Et puis, arrivé en bas, on voit qu'il va s'élargir parce que son rayon grandit.
Et donc on a repéré successivement des points à R fixé. On a repéré sa trajectoire, donc en fonction du rayon. Et donc ça, ce sont les différents points au cours du temps. Et on nous donne le temps écoulé entre deux symboles successifs, donc 0,21 secondes. Et on cherche à déterminer la valeur de la constante C à l'aide des données expérimentales. Alors, les 3 points de la cuve correspondent à la situation de l'anneau où il est proche du fond de la cuve. Z est petit devant R. Donc le Z, c'est ça, et il est petit devant le rayon. Et donc là, on nous dit qu'on peut négliger la courbure de l'anneau et donc utiliser le résultat qui nous donnait le résultat qui était là, hein, de déplacement d'une ligne de vorticité au voisinage d'une paroi. Donc, sauf qu'au lieu que la paroi soit verticale, elle était horizontale. Donc ça veut dire que dans cette partie-là, la vitesse horizontale, je vais noter UH, donc elle vaut en valeur absolue donc gamma 0 sur 4 pi d, donc en norme. Donc c'est une vitesse horizontale. Alors ça devrait pouvoir nous permettre de calculer. Donc qu'est-ce qu'on nous demandait? Z est petit devant R. Donc on nous demandait de calculer la valeur de la circulation en valeur absolue. Donc on aura gamma 0 donc qui vaudra 4 pi d fois u horizontale, donc 4 pi, alors d donc c'était en fait la hauteur z, hein, 4 pi z. Ce z là sur le plateau que l'on voit donc sur le graphe, donc qui vaut donc à peu près 0,25 cm. Alors ensuite au niveau de la vitesse horizontale, donc je vais prendre peut-être les 3 derniers points. Allez, on voit qu'on a parcouru à peu près 0,5 cm. Donc pendant 2 fois 0,21 secondes. Donc on va faire quelques simplifications à la louche, hein. C'est un ordre de grandeur qu'on nous demande. Donc 2pi, donc ça fait 3 10 moins 4 mètres carrés seconde moins 1. Donc question 14. Donc proposer une estimation de la vitesse. Donc une fois qu'on a... Alors on avait la vitesse avec laquelle l'anneau va descendre ici. Donc V est égal à C gamma 0 donc sur R. Donc on en déduit que C, donc c'est une vitesse verticale. Donc VZ grand R sur gamma 0. Donc pour déterminer la vitesse VZ de chute, donc je propose de prendre ce qui se passe entre 2 cm de hauteur et 4 cm. Donc ça va faire donc la vitesse de 10 moins 2. Donc on a, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalles de temps. Donc 8 fois 0,21. Donc fois le rayon. Donc le rayon, on le lit, c'est à peu près 0,5 cm. Donc 0,5, 10 moins 2. Et gamma 0, bah, il suffit de reporter la valeur qui est au-dessus. Donc 3 10 puissance moins 4. Donc environ 0,4, 0,5. Donc c'est sans dimension. Alors, donc c'est de l'ordre de l'unité, effectivement. Hein, c'est ce qu'on peut dire. Généralement, c'est de l'ordre de l'unité. Lors de la phase initiale, donc on a déterminé C. Alors 15. Donc dessiner schématiquement les lignes de champ dipolaires autour de l'anneau de vorticité en supposant donc qu'on est un peu dans l'approximation dipolaire, c'est-à-dire qu'on est à une distance d'observation qui est grande devant la taille de ce dipôle. Donc on nous donnait l'expression du champ des vitesses créées par un dipôle U, M donc sur 4pi R cube facteur donc de 2 cos θ ER
plus sinus θ Eθ. Donc, déterminer le moment dipolaire M équivalent à cet anneau en fonction de gamma et de grand R. Alors, le moment dipolaire, on sait qu'en magnétostatique, c'est IS, donc I pi R carré, hein, pour une petite spire parcourue par une intensité I, donc c'est le vecteur surface S. Donc en norme, ça fait ça. Et comme on avait pour un champ magnétique, donc on aura, ça c'est donc en magnétostatique, donc en mécanique des fluides, le moment magnétique M ici, donc sera égal à gamma fois pi R carré. Alors il y a l'histoire du mu0, mais pourquoi le mu0 n'intervient pas? C'est parce qu'en fait quand on a le champ magnétique créé par un moment magnétique, on a mu0 M sur 4pi R cube, etc. avec la même parenthèse. Donc en fait ici l'équivalent du M en mécanique des fluides, ça n'est pas simplement le M, c'est mu0 M de la magnétostatique. Donc voilà l'équivalent en mécanique des fluides du moment magnétique. Et donc les lignes de courant sont les lignes de courant classiques, donc créées par une spire, hein, donc le champ magnétique tourbillonne autour des lignes de courant. Donc c'est la même forme que celle d'un dipôle électrostatique, sauf que au voisinage de la spire elle-même, le champ magnétique tourbillonne autour des sources et ne diverge pas à partir de ces sources. Alors, exprimer le champ des vitesses engendré par l'anneau, question 16, à grande distance de son centre. Donc là, on a le rayon R. Et donc, si on se place en un point M, donc situé à une distance L, on voit que le vecteur ER sera pratiquement égal au vecteur EX. Hein. J'ai mis donc le vecteur EX vertical comme sur l'axe de l'anneau, comme ici. Et donc, si on applique la formule qui est là, donc sinus θ vaudra pratiquement 0, parce que l'angle θ est nul, cos θ vaudra 1, et donc on aura U est égal à gamma pi R carré sur 4pi L au cube fois 2, donc vecteur UX. Donc après simplification, U est égal à gamma R carré sur 2L cube, vecteur UX. Donc maintenant, on va mettre en regard deux anneaux de ce type pour voir comment ils vont interagir entre eux. Donc c'est la question 17. Donc on a les deux anneaux, les deux lignes de vorticité circulaire qui tournent dans le même sens. Donc c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle les bobines de Helmholtz, c'est-à-dire deux bobines parcourues par une intensité I, à une certaine distance. Bon. Alors, il faut calculer le champ des vitesses total au niveau de la spire 1, enfin de l'anneau 1 et de l'anneau 2. Donc le champ total, c'est entre guillemets le champ propre et le champ appliqué. Donc on va récupérer les expressions des vitesses que l'on a déjà vues. Donc ça c'est la vitesse, les deux vitesses créées par l'anneau lui-même sur lui-même, si on veut. Et ça ce sont donc les vitesses créées par un anneau sur l'autre. Donc attention à l'orientation. Donc l'anneau 1 crée bien une vitesse positive au niveau de l'anneau 2. Et l'anneau 2 crée aussi une vitesse positive au niveau de l'anneau 1. Il y a un signe moins pour moins EX, mais il y a aussi un cosinus θ qui vaut cosinus pi qui fait moins 1. Donc ici, on a deux signes plus. Alors évidemment, la vitesse U1, c'est dx1 sur dt. La vitesse U2, c'est dx2 sur dt. Et donc l'énoncé nous demande de transformer ça en une seule équation pour xi qui vaut x2 moins x1. Donc on va faire une combinaison linéaire. On va soustraire ça moins ça pour faire apparaître la dérivée de xi par rapport au temps. Et donc, voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici après une petite mise en facteur. On fait intervenir donc les coefficients epsilon et delta de l'énoncé pour tout exprimer en fonction de gamma 1 et de R1. Et on voit que le signe ici de dxi sur dt dépend du signe de cette parenthèse. Donc si cette parenthèse est positive pour les conditions initiales, eh bien ça veut dire que les anneaux vont s'éloigner l'un de l'autre. Si au contraire elle est négative, ils vont se rapprocher l'un de l'autre. Donc on peut calculer par exemple la condition pour que
à l'instant t égale 0, donc le xi 0 ici correspond à un dxi sur dt qui est positif, et donc ça fait xi 0 plus grand qu'un xi critique, qui apparaît naturellement dans le calcul. Alors, oui, je suis en train de regarder si c'est homogène. Et donc ça nous donne C epsilon, donc cette inégalité, et donc xi 0 plus grand qu'un xi critique, qui apparaît naturellement dans le calcul, et c'est bien homogène. Ici, c'est sans dimension, et c'est bien la dimension d'une distance. Voilà pour cette première partie d'épreuve. Alors, j'ignore encore si je vais corriger la suite ou pas. En tout cas, j'ai également corrigé l'exercice de l'autre épreuve, l'épreuve A, donc ce qui était la résolution de problème sur la réflexion d'un laser hélium-néon sur du cuivre. Voilà, je vais un petit peu, je suis aussi en vacances, donc voilà, je m'amuse un petit peu, mais voilà, c'est quand même un petit peu de travail que de préparer ces corrections en temps réel. Alors voilà, en tout cas, on se donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos et d'autres corrigés sur e-learning physique. Bon courage à toi!